Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir et bienvenue dans 24 heures en Alsace. C'est parti pour une heure de direct avec au programme du rire. Le festival d'humour du Pays Rhénan a lieu ce week-end et nous en parlerons avec notre invité. Victoire ou défaite, vous saurez tout sur le week-end des athlètes alsaciens dans le magazine Top Sport. Avant-goût en images avec les championnats de France de badminton, le e-trophée Andros et l'équipe féminine de la SIG. Et puis nous retrouverons Nicolas Riffel. Il vous mettra l'eau à la bouche avec de la cuisine orientale à Haguenau. Tout ça, c'est dans quelques instants. D'abord, place à l'information. C'est l'heure du JT avec Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, une nouvelle préfète pour le Bas-Rhin et le Grand Est. Jean-Luc Marx a laissé sa place à Josiane Chevalier. Quand la réalité virtuelle fait son apparition dans les offres de formation, le premier ICFA d'Alsace a été inauguré à Échaud ce matin. Et puis, suite de nos portraits de candidats à l'élection municipale de Strasbourg, avec ce soir Jeanne Barséguian pour la liste Strasbourg écologiste et citoyenne. Mais on commence tout de suite avec ces quelques images tournées devant la cathédrale de Strasbourg en début d'après-midi. C'est là que se tenaient les obsèques d'Émile Young, le chef strasbourgeois triplement étoilé, décédé il y a une semaine. Vêtus de leur blouse blanche, plus d'une centaine de chefs lui ont rendu un dernier hommage. En bref, également, Météo France a placé le Bas-Rhin en vigilance orange crue et inondation jusqu'à demain matin 6h. Et si vous devez vous déplacer, sachez que la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes sont également concernées. Des précipitations intenses sont annoncées dans la nuit, notamment sur le nord du département. Des pluies qui pourraient avoir pour conséquence des inondations, mais aussi des coupures d'électricité. La préfecture appelle à la prudence, notamment pour les déplacements, car les conditions de circulation pourraient être difficiles par endroits. Nommée mi-janvier 2020, Josiane Chevalier a pris ses fonctions aujourd'hui en tant que préfète de la région Grand Est et préfète du Bas-Rhin. Elle succède à Jean-Luc Marx et est la première femme à occuper ce poste dans la région, Cécile Motz. Déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts de Strasbourg aura été son premier acte. Josiane Chevalier est la nouvelle préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Et en son premier jour de prise de fonction, il y a de nombreuses mains à serrer. Après un entretien avec Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, puis avec le maire de Strasbourg, Roland Ries, elle a rencontré la presse régionale. Après les 200 véhicules brûlés lors de la nuit du réveillon à Strasbourg et les agressions de sapeurs-pompiers, Josiane Chevalier fait de la sécurité publique sa priorité. Le dossier de la Saint-Sylvestre est un dossier pour nous extrêmement important. Donc notre volonté, c'est de comprendre pour mieux agir et d'être surtout en posture d'écoute des forces de l'ordre, des forces de secours aussi, qui parfois sont malmenées, ce qui est tout à fait inacceptable. Tout cela va être protocolisé pour que quand ils se rendent dans certains quartiers où ils sont régulièrement victimes d'agressions ou de caillassage, ils soient accompagnés, ils n'aillent pas seuls, que les forces de l'ordre les accompagnent. La préfète du Grand Est s'est également exprimée sur la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021. Depuis mai 2018, elle était préfète de Corse et elle compte bien utiliser cette expérience à profit. Je crois beaucoup au droit à la différenciation. Je l'ai appliqué tous les jours en Corse et je pense que cette fusion de 2 départements dans une grande région répond aussi à ce souci, garder l'unité tout en respectant l'identité qui est forte. C'est vraiment cette dimension de la proximité que je retiens de mon expérience en Corse où effectivement les maires se sont trouvés un peu désemparés en perdant leur conseil départemental. Voilà, donc je pense qu'il faut de la vigilance. Ça, c'est quelque chose que je retiens et que j'essaierai de faire passer aux 2 présidents de conseils départementaux qui sont très engagés sur ce projet de fusion. À 62 ans, Josiane Chevalier est la première femme à occuper le poste de préfet du Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, mais aussi préfet du Bas-Rhin.
Suite à présent de notre série municipale 2020 avec ce soir la présentation de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne menée par Jeanne Barséguian, Adrien Laby. Jeanne Barséguian, 38 ans, numéro 1 de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne, conseillère municipale, membre d'Europe Écologie Les Verts. Elle va mener une liste rassemblant les écolos, le PCF, des membres de Place Publique, des anciens du PS et des citoyens non encartés. Voici leur projet pour Strasbourg. Notre vision de Strasbourg pour mars 2020, mais surtout pour les années qui vont venir, c'est d'être à la hauteur de la décennie qui s'ouvre, c'est d'être à la hauteur du défi écologique et de l'urgence climatique, c'est d'être à la hauteur de la lutte contre les inégalités dans une ville où le taux de pauvreté est encore beaucoup trop fort. Et c'est bien sûr le défi démocratique où on voit bien qu'il y a aujourd'hui une grande défiance vis-à-vis des responsables politiques et aussi de la manière dont est exercé le pouvoir. Le programme qu'on propose, il a pour but de répondre au quotidien, aux besoins du quotidien, c'est-à-dire garantir un bouclier écologique et social au quotidien pour les habitantes et les habitants. Chez les Verts, on souhaite réconcilier fin du monde et fin du mois à l'échelle municipale. Au programme, un grand emprunt pour financer la transition écologique, la rénovation thermique des logements, les transports en commun, mais aussi l'ouverture de places d'hébergement d'urgence pour les plus précaires. Des propositions adoptées samedi dernier par une assemblée citoyenne rassemblant plus de 160 votants, aboutissement d'une démarche de concertation initiée depuis des mois au travers d'ateliers citoyens. On a voulu s'extraire des logiques de partis qui constituaient à faire voter des membres d'un parti politique. Aujourd'hui, on est dans une démarche de rassemblement, une démarche ouverte qui dépasse très largement la question des partis ou des collectifs, avec 60% de personnes qui ne sont pas encartées et qui nous ont rejoints. Et dans cette assemblée citoyenne, pouvaient venir toutes les personnes qui se retrouvaient dans les valeurs et dans le texte politique qu'ils ont signé. L'Assemblée a également voté la liste ordonnancée qui sera présentée aux élections en mars. Les militants se porteront bien sûr à la rencontre des Strasbourgeois. Des réunions publiques thématiques seront elles aussi organisées. Et pour rappel, l'inscription sur les listes électorales reste possible jusqu'au 7 février. Un ICFA a ouvert ses portes à Échauffe ce matin. C'est le premier d'Alsace. Ce qui change, les étudiants auront à leur portée de nouveaux outils technologiques. Alors comment les machines amélioreront-elles bientôt les gestes et techniques des jeunes bouchers ou ébénistes? Élément de réponse avec Fanny Kunz. Casque de réalité virtuelle, palette numérique et caméra, voilà les nouveaux outils des apprentis ébénistes d'Échauffe. Le centre de formation des apprentis se modernise en se dotant d'un ensemble d'outils qui devraient faciliter le travail des apprentis. En 3e année d'ébénisterie, Antoine se sert de l'impression 3D pour modéliser ses croquis. Grâce à cette nouvelle technologie, notre métier reprend de la valeur. Il y a les imprimantes 3D qui permettent de faire notre pièce à état réduit, de pouvoir où sont les défauts, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Non, franchement, je trouve que ça aide vraiment à notre métier à aller de l'avant, quoi. Au centre de formation, les nouvelles technologies serviront aussi au développement de tutoriels filmés par les formateurs, une façon de mieux appréhender l'utilisation des machines et de limiter les risques de blessures. Pour nos étudiants, l'intérêt de la captation d'images, c'est de pouvoir travailler par rapport à une critique qu'on peut amener, un geste qui n'est pas juste, donc mettre en place des sécurités, les choses comme ça, pour que tout fonctionne bien et qu'ils aient moins peur aussi sur les machines. Grâce à ces nouvelles applications, le CFA se veut innovant, mais les nouvelles technologies ne remplacent pas l'apprentissage des gestes, elles complètent la formation. L'objectif, c'est d'avoir le matériel numérique le plus adapté possible à leur formation. La numérisation ne se fera pas au détriment de l'intelligence des mains, elle se fera en complément pour avoir, au lieu d'avoir un devis, un croquis, vous aurez la pièce en miniature, mais vous verrez la pièce, comment elle se fera. Le digital, un enjeu important pour la région Grand Est qui a accompagné le développement du ICFA d'Échauffe. Quand ils sortent d'ici, il faut qu'ils soient prêts pour l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc il faut que leur lieu même de formation évolue. C'est un objectif que nous cherchons à obtenir pour avoir les apprentis les plus performants possibles pour que nos entreprises puissent aussi développer de nouveaux volumes d'affaires. Une première alsacienne, le ICFA devrait se développer dans le Grand Est dans les années à venir. Un festival pour dénicher de nouveaux talents. Pendant 2 jours, le Chaînon Manquant offre l'opportunité à des artistes de se produire devant un parterre de programmateurs et responsables de salles de la région. Et dans le cadre de cette 2e édition, 6 équipes sont en lice pour participer à la finale nationale de Laval. Reportage à Ostwald, Camille Roland.
C'est sous les yeux de spectateurs avertis que la troupe AU et Adia s'est produite cet après-midi au Point d'eau à Oswald. Dans le public, une cinquantaine de programmateurs et responsables de salles à l'affût de nouveaux talents. Alors pour se démarquer, les 5 chanteuses ont proposé un tableau plutôt original, une traversée sonore au son d'anciennes mélodies albanaises, ukrainiennes ou rwandaises. Et pour cette petite troupe strasbourgeoise, l'enjeu est important. Ça marche beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'au départ, notre premier concert, on l'a fait dans le cadre de Festival Strasbourg Méditerranée. Et puis, de fil en aiguille, certains nous ont appelés pour jouer soit dans le cadre de manifestations privées, et puis d'autres dans le cadre de festivals. Et puis, petit à petit, on a eu l'occasion de faire des résidences et de jouer dans des salles plus équipées, telles que le Préau, telles que Django Reinhardt, telles que le Point d'eau. C'est plus complexe de jouer en dehors de la région Grand Est pour nous, parce qu'on connaît moins ce réseau. Et on a grand espoir avec le chaînon manquant pour nous faciliter ce rôle-là. Les chanteuses se sont rencontrées en 2011 avec un intérêt commun pour l'improvisation. Mais il est souvent difficile pour des artistes de se faire connaître en dehors de son réseau. C'est l'ambition du festival Le Chaînon Manquant qui propose dans chaque territoire un tremplin région en scène. Pendant 2 jours, 6 spectacles du Grand Est présélectionnés sont proposés à l'ensemble des professionnels de la région. On sait tous que ce qui est le plus compliqué pour des artistes, c'est de sortir de leur région parce que, en dehors de nos régions, les artistes moins connus ne sont pas forcément repérés. Et nous avions à cœur, nous, programmateurs de salles de spectacle, d'accompagner ces artistes. Les spectacles qui nous semblent être le plus abouti, le plus professionnel, de pouvoir leur donner la possibilité de se produire devant un plus grand nombre de programmateurs et de pouvoir, on l'espère, et c'est pour ça qu'on les accompagne, pouvoir avoir de belles tournées. L'année dernière, une des compagnies gagnantes a obtenu jusqu'à 89 dates de tournée. Après délibération, il ne restera qu'1 à 3 vainqueurs. Ils pourront alors jouer dans l'ensemble des salles du Grand Est et participer à une finale nationale au Festival de Laval en septembre prochain. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. La disparition du stand alsacien au Salon de l'Agriculture au profit d'un vaste espace Grand Est avait fait grincer beaucoup de dents. Mais cette époque est révolue. L'Alsace va faire son grand retour lors du Salon 2020. L'annonce officielle a été faite aujourd'hui. Ce sont même 2 espaces qui seront dédiés à l'Alsace. Un stand intitulé Terre Alsace, agriculteurs et plus encore, et un village Alsace. Le Salon de l'Agriculture se tiendra du 22 février au 1er mars prochain et Alsace 20 sera sur place et vous donne déjà rendez-vous tous les soirs pour vivre tous les rendez-vous des stands alsaciens. Voilà pour l'actualité. Anna, vous restez avec nous. Nous accueillons Pauline Riguer. Venez, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler du festival d'humour du pays rhénan. Dans un instant, installez-vous, ce sera juste après la pub. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mardi 4 février. Et c'est la tempête Hervé qui s'abat sur notre territoire ainsi que sur tout l'est de la France d'ailleurs et qui nous amènera intempéries, masses d'air froid et vent violent. Vous le voyez sur la carte, pas mal de précipitations sur l'ensemble du territoire transfrontalier malgré quelques rayons de soleil quand même. Par moment, beaucoup d'averses et des températures qui dégringolent, notamment en matinée. Vous le voyez, une différence conséquente par rapport aux jours passés. 3 degrés prévus du côté de Sarre-Union ou encore de Saverne. 4 degrés, ce sera pour Wissembourg, 5 degrés pour le reste du territoire alsacien, ainsi que chez nos voisins allemands et suisses. L'après-midi, pas de grand changement, toujours autant de pluie sur l'ensemble du territoire. Ce sera beaucoup plus gris même dans le sud du Haut-Rhin, ainsi que du côté d'Offenbourg ou encore de Bâle. Pour le reste du territoire, ça reste très pluvieux, bien nuageux. On verra quand même quelques petits passages d'éclaircies par moment. Côté Mercure, ça ne grimpe pas beaucoup en après-midi. Vous le voyez, pas de grande différence par rapport au matin. Toujours 4 degrés prévus du côté de Saverne, 5 degrés, ce sera pour Wissembourg ou encore pour Altkirch et Saint-Louis, 6 degrés pour le centre Alsace et jusqu'à 7 degrés prévus, ce sera pour Karlsruhe. On jette un coup d'œil maintenant sur vos prévisions de mercredi avec une nette amélioration. On dit au revoir aux intempéries, notamment sur l'Alsace. On verra toujours pas mal de passages nuageux, des nuages bas qui persistent et 7 degrés au meilleur de la journée mercredi après-midi. Entre 5 et 6 degrés, ce sera pour la région du Bade-Wurtemberg.
Mardi, nous serons donc le 4 février, nous fêterons les Véroniques, bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h54 pour nous dire au revoir à 17h31. Voilà, je vous souhaite un super moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. À présent, échauffez vos zygomatiques. Nous allons parler du Festival d'humour du Pays Rhénan. Bonsoir Pauline Riguer. Bonsoir. Vous faites partie de l'association qui organise ce festival. Alors ça a lieu ce week-end au centre socio-culturel d'Erlisheim. Alors il y a 11 humoristes durant 3 jours. C'est ça. Rien que ça. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'une des têtes d'affiche du festival. Ça se passe samedi soir. C'est les jumeaux, Steven et Christopher. On en parle juste après. Regardez cet extrait. Bah oui, tu viens de me le dire. Tu te prends compte? Oui, c'est cher. Oui, moi je reviens de la petite boulangerie. Tu sais, la boulangère sur le coin de l'avenue. C'est Martine. Martine. Oh, elle est gentille, cette petite. Elle est polie. Elle dit toujours bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, toujours. Hein. Tu sais combien ça coûte une baguette aujourd'hui? Non, je ne sais pas. 1,50 €. 1000 francs. Ouh. Bah, tu sais ce que c'est, ça aussi? Oui, non. C'est la fellation. L'inflation. Attention, ça veut pas dire la même chose. Explique aux Suisses la différence. Oui, alors écoutez bien, hein. La fellation, c'est dans la bouche, l'inflation, c'est dans le cul. Bon, voilà. Alors ça se passe samedi soir. Alors a priori, on se dit c'est des artistes quand même connus, reconnus. Exactement, ils viennent de Paris et ils viennent jouer leur best-of de leurs 7 ans de carrière. Donc ils nous font l'honneur de venir sur Erlisheim pour la première fois pour leur best-of en Alsace. On se dit que c'est peut-être compliqué d'avoir des humoristes comme eux, mais au final, non, c'est peut-être eux qui viennent toquer à votre porte. Alors ça peut être compliqué, mais ils ont reconnu le festival. Le festival est maintenant reconnu par tous les artistes et ça leur fait plaisir de venir et nous, ça nous fait plaisir de les accueillir. Donc on les voit samedi soir. C'est quoi le principe du coup du festival de façon Alors le générale festival, là on fait la 5e édition. Donc la 5e édition, on dit grosse soirée, dit grande exception. Donc on va faire ça sur 3 soirs. Donc le vendredi soir et le samedi soir, en première partie, on aura un tremplin. Donc avec 4 humoristes, donc 2 le vendredi et 2 le samedi. Et le principe, c'est que le public vote pour leur préféré. Mais on aura aussi un jury. Donc un jury composé de différents grands gérants d'autres festivals, comme Sénas, Cavaillon, Belgique. Donc, qui nous feront l'honneur d'être présents. Ensuite, en deuxième partie, on aura vendredi soir Cyril Ettès et Anthony Vincent. Donc ceux-là, ils font le nouveau Louis de Funès. Donc si vous êtes de grands fans de Louis de Funès, c'est fait pour vous. Et ensuite, samedi soir, en deuxième partie, du coup, on aura les jumeaux qui nous font l'honneur de venir. Et dimanche, ça, c'est l'après-midi à 15h. Donc ils viennent, elle vient avec son maire pour nous faire son one-man show à l'Alsacienne. Vous parliez de jeunes humoristes, d'un tremplin. Exactement. On va regarder justement un extrait de l'un d'entre eux, il s'appelle Ezan. Alors, juste par traduction, le bodybuilding, je me rends compte que j'ai un bon accent en le disant, le bodybuilding, c'est la construction du corps. Et quand tu regardes bien, ces mecs-là sont très très bien construits du haut du corps. Plus tu descends, moins il y a de muscles. C'est un peu la même logique que si demain tu essayes de construire un immeuble de 90 étages avec pour fondation des allumettes. Alors, les mecs en t-shirt font du triple XL, et encore ça les moule, et en pantalon c'est du 12 ans. Mais attention, j'ai compris pourquoi ils mettent des t-shirts moulants. C'est pour le langage, pour pouvoir discuter. Hein. Vous imaginez bien qu'avec une doudoune... Alors ça faisait partie de l'idée du festival, de donner la chance aux jeunes talents aussi? Ah tout à fait, parce que c'est pas que des grandes têtes d'affiche qui viennent, c'est aussi des jeunes talents, mais comme dit, ils ont déjà une bonne carrière derrière eux, et puis comme ça, le public peut aussi voter pour leur préféré, donc ils participent aussi à la soirée. Et là, typiquement, alors... Lui, il est venu, il vous a appelé ou vous avez regardé sur Internet Alors en fait, certains artistes nous contactent, mais nous on préfère aller les voir parce que ça passe au feeling. Hein. Comme dit, c'est une soirée humour, donc il faut que ça nous fasse rire, qu'il soit bien en fait. Donc on va soit dans différents festivals, comme j'ai dit précédemment, ou alors on va à Avignon, on va voir différents spectacles, ou alors on va en Belgique, on va en Suisse, on va un peu partout. Puis ensuite... Des fois, ils nous appellent, nous disent voilà, le spectacle le mois prochain sur Paris, est-ce que ça vous dit? Et puis on va les rencontrer.
tout simplement. Ça veut dire qu'il y a un vivier en France qui est assez important. Ah oui, encore. En Alsace, pas encore. Mais on essaye de le faire venir. On essaye de faire venir le festival d'humour pour que tout le monde passe de bonnes soirées, et pas que à Lyon ou à Paris. On les fait aussi venir, justement. Justement, vous êtes originaire, vous avez vécu à Lyon, vous êtes revenu c'est ça. Vous êtes revenu en Alsace, vous avez créé ce festival parce qu'il n'existait rien de similaire il en existe. Le coin. Si, il en existe. Mais au nord de Strasbourg, vraiment très peu. Vraiment très très peu. Et puis on s'est dit, pourquoi toujours aller sur Paris, sur Lyon, sur plein d'autres endroits. Hein, mais on s'est dit, allez, on essaye, on tente. Et puis maintenant, ça marche. Aussi. Donc le public revient, donc il demande toujours plus. Donc voilà. Justement, entre la première édition, là c'est la 5e, c'est déjà la 5e. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Là, on est à quelques jours de l'événement et il y a presque plus de place. Donc s'il y en a qui veulent venir, il faut se dépêcher, quoi. Exactement. Et puis il y a plusieurs façons pour pouvoir commander les billets. Donc par notre site internet, donc Festival d'humour du Pays Rhénan, ou alors sinon sur billets web. C'est plus pratique, comme ça vous commandez directement vos billets, vous êtes sûr d'en avoir, parce que le soir même, on ne vous garantit pas. Et sinon, vous pouvez aller à la FNAC, vous pouvez aller au Super U le plus proche, enfin, plein de moyens. Voilà. Puis on a affiché à l'instant votre page Facebook également, donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour décrocher encore les dernières places qui restent pour ce week-end. Donc pour rappel, ça se passe à Earlyside, donc vendredi, samedi et dimanche. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon festival. Merci. On parle sport dans un instant, mais d'abord, place à la pub. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain, ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport, ça volait haut, très haut ce week-end à Mulhouse lors des championnats de France de badminton, ça se passait au Palais des Sports et puis un pilote alsacien sur la glace ou presque pour la dernière manche du e-trophée Andros. Sur la glace toujours mais cette fois-ci sans moteur, l'Étoile Noire de Strasbourg affrontait Nantes samedi soir et enfin du foot, retour sur le match entre Haguenau et Belfort en National 2. Puis on va surtout parler basket ce soir avec nos invités de la SIG, Fabien Carlet, entraîneur, bonsoir, de l'équipe féminine donc de la SIG, et Louise Dambert, vous êtes la capitaine, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on vous invite, après une belle victoire de plus de 25 points ce week-end, c'était 80-53, vous avez passé un bon week-end je pense. Ouais, après une victoire c'est toujours plus facile, surtout que c'était un match important pour nous. Maintenant, on va avoir 15 jours de travail pour avoir un autre match important contre Calais qui pourra déterminer vraiment la suite de notre saison. Donc voilà, c'était une victoire importante. Les filles ont fait le nécessaire, on est satisfait. Maintenant, on va devoir repartir au boulot dès demain pour se remettre en route. Louise, quand il y a un match le vendredi soir, on en profite le week-end pour se reposer 2 jours, souffler On en profite, mais à côté de ça, c'est dur le vendredi soir parce qu'on sort d'une journée de travail, alors que l'équipe adverse, en général, c'est que des pros. Donc c'est un peu dur d'enchaîner les deux, mais là, on l'a plutôt bien négocié, donc ça fait encore plus plaisir. On parle basket tout à l'heure, on continue avec de la course automobile. Le trophée e-trophée Andros se passait ce week-end à Super-Bresse en Auvergne et ça a été compliqué pour l'Alsacien Yann Erlaché dès les manches qualificatives. En même temps, il faut dire que les conditions météo étaient particulières. Pour rappel, l'e-trophée Andros, ça se passe sur la glace. Vous le voyez sur les images, vous l'avez vu, il n'y avait pas vraiment de glace durant ce week-end-là et justement Yann Erlaché en riait. Alors neige ou pas, l'Alsacien a pris le départ de la petite finale à la 2e place. Alors sur l'image, c'est la voiture bleue à droite. Après 2 minutes de course à la 2e place toujours, il parvient à éviter la tête à queue de Nicolas Probst et prend ensuite la tête. Il ne laissera ensuite plus personne le dépasser et remporte la course. L'occasion de fêter sa 3e victoire dans la compétition avec quelques drifts à l'arrivée. Yann Erlaché termine la journée à la 8e place, mais au classement général, il se hisse sur la 3e marche du podium. C'est une saison idéale. Si on nous avait dit ça au début de l'année, au début de l'hiver, on aurait signé, pour moins que ça, on aurait signé 3 victoires. Il n'y a personne qui a gagné autant ni plus cette saison.
Alors, troisième au classement en général, c'est un résultat satisfaisant, hein, d'autant plus que c'est sa première participation à la compétition. Et même si il a fait partie des nouveaux dans la discipline, il s'entraîne depuis bien longtemps avec son oncle Yvan Muller, qui est lui 10 fois vainqueur du trophée Andros. Depuis que j'ai 11-12 ans, on va dans un centre qui s'appelle Lapland Ice Driving et on passe 2-3 jours tous les hivers depuis facilement presque une dizaine d'années là-bas à rouler sur la glace avec des voitures diverses et variées depuis que bien avant que j'ai mon permis. Donc forcément la glisse, j'ai commencé dans ma cour avec un petit quad et ensuite on est allé en Laponie et la glisse là j'en fais depuis longtemps. Donc c'est un domaine qui m'est familier. La suite, ce sera plus au chaud pour lui, même s'il n'a pas fait vraiment froid ce week-end. Yann Erlaché va poursuivre avec la WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme. La saison 2020 débutera en avril avec une première étape au Maroc. Football maintenant, avec une saison galère pour les 3 clubs alsaciens en National 2, Mulhouse, Schiltigheim et Haguenau qui luttent pour le maintien. Pour Haguenau, la saison avait commencé par 8 défaites lors des 9 premiers matchs, mais les Barinois ont redressé la barre et peuvent encore se sauver. Ils recevaient Belfort ce week-end. Regardez. Belfort, c'est un des héros de la Coupe de France, tombeur de Montpellier au tir au but il y a quelques jours. Les Haguenoviens sont les premiers en action avec cette jolie frappe. Bekoué à la 10e minute est bien placé lui aussi, mais sa frappe est un peu molle, claquée par le gardien. On retrouve l'attaquant haguenovien quelques minutes plus tard accroché par son défenseur, pénalty logique accordé au FRH. Bekoué s'en charge lui-même et transforme 1-0 pour les Alsaciens. Belfort qui recevra Rennes en quart de finale de la Coupe de France dans quelques jours a 2 grosses situations juste avant la pause. La meilleure sur ce joli mouvement collectif, Bentard au second poteau écrase complètement sa reprise, Kébédé est tout heureux de capter. 1-0 à la pause, Haguenau est beaucoup plus solide ces derniers temps et concède très peu d'occasions. Nigel Solvay pour les Bleus a même 2 très belles situations pour tuer le match, mais le meilleur buteur alsacien, auteur de 11 buts déjà cette saison, bute par 2 fois sur le gardien. On en reste là, Haguenau décroche sa 4e victoire de la saison et peut plus que jamais croire au maintien. Et ce succès est précieux aux yeux de Marco Rosenfelder, on l'écoute. Ça montre qu'on arrive à avoir une stabilité défensive et que quand on a 1 ou 2 occasions, on arrive à les mettre au fond. Après, je pense que pour les spectateurs, c'est pas très beau en ce moment. Mais nous, on ramène les 3 points et c'est le plus important pour nous en ce moment. Du badminton à présent avec les championnats de France qui avaient lieu ce week-end à Mulhouse. Dimanche, c'était les finales avec dans les finales 4 Mulhousiens. Le match qui était le plus attendu, eh bien, c'était celui du simple homme qui affrontait Arnaud Merclé, donc le local à Christo Popov, 17 ans seulement et médaillé d'argent au championnat du monde junior. Alors après avoir échoué en quart de finale 2 années de suite, Arnaud Merclé comptait bien décrocher sa première médaille d'or en senior. Mais le Mulhousien a été mené d'entrée de match, mais ensuite il a heureusement été poussé par le public. Il a rattrapé son retard en remportant le 2e set. Il y avait donc 1 partout, mais le dernier set va malheureusement ressembler au premier. Arnaud Merclé s'accroche, mais c'est son adversaire qui mène la partie et monte, vous voyez là, sur la première marche du podium. Écoutez, le Mulhousien Arnaud Merclé est forcément déçu après cette défaite, mais qui pense déjà à l'avenir. C'est à oublier le plus vite possible et il y a plein d'autres échéances, il y aura plein d'autres matchs et je vais tout donner sur les matchs prochains et ça me servira de leçon, ça va me faire grandir et c'est une bonne expérience et je vais en tirer profit et je vais essayer de tirer le maximum de positif pour aller de l'avant. On part lundi en stage de préparation pour les championnats d'Europe par équipe, donc il y a vite les pensées dans un nouvel événement qui arrive, donc c'est une défaite malheureusement et je vais travailler très dur pour transformer ces médailles d'argent en médailles d'or. Alors pas de médaille d'or pour Arnaud Merclé, mais dans la famille du Red Star Mulhouse, d'autres sont montés sur la plus haute marche du podium, Marine. Oui, chez les filles, pour commencer, la Mulhousienne Margot Lambert a remporté le double dame aux côtés de Vimala Herriot. Ça n'a pas été trop compliqué pour le duo, elles se sont imposées en 2-7, 21-10 et 21-13 et sont donc championnes de France en double. Chez les hommes, il y en a un qui ne s'est pas contenté d'un seul titre. Licencié aussi au Red Star Mulhouse, Tom Jikel s'impose pour la 3e fois en double mixte aux côtés de Delphine Delru. À seulement 21 ans, le binôme est classé 17e mondial et en bonne voie pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Et vous voyez là l'image, il participait un peu plus tard dans l'après-midi au double homme qu'il a remporté également. La paire a pris donc sa revanche par rapport à l'an dernier puisqu'ils avaient perdu en finale. On passe maintenant à nos invités du soir. L'équipe féminine de la SIG jouait un match très important pour son maintien en 2e division. C'était ce samedi soir à Elkirch et on en parle avec nos invités, c'est juste après ça. La SIG, en blanc, recevait Rezé, le premier relégable, une bonne occasion de faire un grand pas vers le maintien.
Dans une première mi-temps au couteau, les deux équipes se rendent coup pour coup. La SIG fait la course en tête, mais rate plusieurs occasions de faire un vrai break. Résultat et sanction juste avant la pause. Rosé recolle et la SIG rentre au vestiaire avec un tout petit point d'avance, 36-35. Mais en seconde période, les Blanches accélèrent le rythme. Meilleures en défense, elles sont portées à la fois par leur collectif et par leurs joueuses majeures. 19 points pour Louise Dambar, 28 pour Amélie Voinet et le score prend de l'ampleur. 15 puis 20 points d'avance, synonyme de fin de match tranquille. Les îles Kirchoises régalent une salle comble et s'imposent finalement avec la manière, 80-53. Alors c'était un match en 2 temps, serré jusqu'à la pause, et puis finalement vous envolez plus de 20 points d'écart. Vous leur avez dit quoi, Fabien Kerlé, à la mi-temps? Bon, alors ça va rester entre nous dans le vestiaire, parce que sinon je vais m'attirer les foudres de mes joueuses. Mais oui, bon, on savait aussi qu'on avait pour objectif de fatiguer un peu cette équipe de Nantes. En proposant une défense tout-terrain. Ça a bien fonctionné. On savait aussi que dès qu'on allait peut-être arriver à prendre un petit écart, dans les têtes, ça allait peut-être peser pour l'équipe adverse. Donc les filles ont fait le nécessaire, elles ont fait le maximum. Et puis après, une fois qu'on arrive à faire un petit écart avec l'euphorie du public, on a un monde en ce moment au hall de la Poste, on a pris l'ascendant. Et puis ça s'est bien terminé pour nous, c'est important. C'est important pour la suite parce qu'on avait on n'avait que des victoires étriquées pour l'instant. Voilà, on arrive à gagner un match avec un grand écart, donc c'est assez important pour la suite et puis ça permet d'accumuler de la confiance. Justement, la confiance, vous la ressentez, au moral, ça fait du bien ce genre de victoire, Louise? Ça fait du bien. Après, je pense que le groupe avait de la confiance. On a senti un réel intérêt pour ce match, surtout vu l'enjeu. On savait que c'était une équipe à mettre derrière nous le plus rapidement possible. C'est chose faite et je pense que ça va aussi libérer tout le monde pour jouer sans pression. Le fait de se maintenir le plus rapidement possible, ça va libérer tout le monde. Justement, on va jeter un œil au classement. Vous êtes donc actuellement 6e sur les 12 équipes, 7 victoires pour 6 défaites. Ça veut dire que ce match-là, c'était synonyme quand même de... Enfin, c'est un grand pas vers le maintien quand même, ce match-là? Ouais, alors déjà, on éloigne un concurrent direct, puisque voilà, je pense que l'équipe de Rézé, on les distance vraiment pour la fin du championnat. Ce qui est important, c'est de garder un écart positif. Tant on a plus de victoires que de défaites, on sera toujours dans la première moitié du classement, donc on va essayer de tenir cet objectif. Sachant que le maintien va jouer aux alentours de 9-10 victoires, donc il nous restera encore quelques victoires à prendre. Et puis si à la fin de la saison on peut accrocher les playoffs, voilà, ce sera surtout une juste récompense pour l'investissement des filles et pour notre public qui répond toujours présent. J'imagine qu'on a en tête le fait d'être monté l'année dernière de National 1, d'avoir fait le yo-yo, parce que les années précédentes vous étiez déjà en 2e division. Ça reste dans les esprits, ça, quand même? C'est vrai que les années précédentes en Ligue 2, on était toujours en bas de classement, on était toujours à la limite. Il y a 2 ans, on est descendu. C'était un mal pour un bien puisqu'on a réussi à bien se reconstruire. On voit cette année que l'équipe est compétitive, qu'on accroche des grosses équipes. Donc je pense que Fabien et tout le staff avec le président ont réussi à garder cette âme club en renforçant un petit peu et s'adaptant au niveau de la Ligue 2 qui augmente chaque année. Et il faut continuer dans cette direction. La Ligue 2, justement, c'est donc le 2e niveau national et toutes les joueuses ne sont pas pros. Vous le disiez, il y en a qui enchaînent le match après une journée de travail ou une journée de cours. Ça ne doit pas être évident. Non, c'est loin d'être évident. Même pendant la semaine, jongler entre le travail ou les études pour certaines et l'entraînement le soir, c'est sûr que ça amène de la fatigue. Même pour les coachs, gérer la fatigue de chacune qui est différente, c'est pas évident non plus. Eux travaillent aussi de leur côté. Mais le fonctionnement de la SIG, c'est comme ça. Et puis je pense que c'est ça qui nous donne aussi cette âme de battante et de conquérante. On continue à parler basket un peu plus tard, notamment avec le prochain match qui vous attend. On passe au hockey. Hockey sur glace, si Mulhouse a assuré sa place en play-off en Magnus, Strasbourg relégué en D1 court encore après et n'a plus le droit à l'erreur. Il fallait absolument battre Nantes ce week-end. Vincent Bessières et Mathieu Chanvillard. Un match qui commence bien, c'est ça. Un engagement gagné, un palais envoyé dans le camp adverse. À peine le temps de compter jusqu'à 5 et le palais qui revient sur Yaroline qui ouvre la marque pour les Alsaciens après seulement 10 secondes de jeu. Le tempo est donné pour une soirée un peu folle, 3 minutes de jeu et Trudeau double la mise pour les Alsaciens. Strasbourg pour l'instant c'était une des plus mauvaises attaques du championnat et seulement 3 victoires sur leur glace de l'iceberg. Mais ce samedi, tout réussit aux Alsaciens dans ce début de match. Un 3e puis un 4e but permettent aux Strasbourgeois de virer en tête à la fin du premier tiers 4-1. L'étoile noire qui ne va pas desserrer son étreinte dans la seconde période, à l'image de ce joli mouvement collectif. Le contre, un petit palais donné en retrait et en dernière dame par Davy qui porte le score à 6-1.
Les Nantais, qui devancent pourtant les Strasbourgeois au classement, sont des concurrents pour les playoffs. Ils surnagent tout juste, réduisent à peine le score, 6-2. Mais attention les yeux, le plus beau est à venir. De la ligne bleue, Nechala allume la mèche du 7-2 et tue définitivement le suspense de la rencontre. 8-2 à la fin du deuxième quart, 9-4 au final. L'Étoile Noire s'est régalée et confirme sa belle victoire à Marseille. Les Strasbourgeois peuvent encore croire aux playoffs. Pour cela, il reste 5 matchs et 3 points à remonter sur la 8e place. Écoutez justement le capitaine strasbourgeois à l'issue de cette victoire. Chaque victoire fait du bien au moral et là, on est allé la chercher à Marseille, on savait que ça serait pas facile. Nantes, ils étaient sur une bonne dynamique. On a réussi à chercher la victoire à domicile ce soir. Ça fait du bien cette série, on va essayer de continuer là, dès le prochain match. Et comme dit, l'objectif principal, ça reste les playoffs. Et on passe tout de suite à l'actualité des sportifs sur les réseaux sociaux. Basket d'abord, si chez les filles ça se passe plutôt bien, on ne peut pas en dire de même pour les garçons. Après le départ de Vincent Collet, son assistant Lassite Thiovi était pour la première fois seul à la tête de l'équipe lors du match face à Pau. Les Sigmen avaient jusqu'à 20 points d'avance, mais perdent d'1 point au final, 74-73. C'est la 12e défaite consécutive pour eux. Et puis à noter que demain, du coup, Martial Bellon, le président de la SIG, donnera une conférence de presse en fin de matinée pour faire le point sur la situation. Alors si je vous en parlais, eh bien c'est parce que les espoirs de la SIG, donc du club, eh bien eux font tout l'inverse. Après avoir remporté leur match ce week-end 80-73 face à l'élan béarnais, ils peuvent fièrement parler de leur belle série, donc soit 11 victoires consécutives. Et on a pu apercevoir, si on peut juste remettre cette photo dans les commentaires, une proposition d'un follower qui disait faire plutôt peut-être jouer les espoirs à la place des seniors. Voilà, c'est une idée, je dis ça, je dis rien. Et puis basket toujours, je vous montrais une photo d'après-match, en voici une autre. C'est celle du club de Mulhouse, du Mulhouse Basket. Ça se passait dans les vestiaires. Alors on a l'habitude de voir les joueurs, et bien là on voyait les supporters également. Il y en avait 25 quand même au total dans les vestiaires. C'était pour fêter leur maintien en National 1. Alors une autre belle image maintenant, mais c'est en foot cette fois-ci. Oui, il s'agit de la haie d'honneur du FC Metz face aux joueurs de l'entente sportive Molsheim-Ernosheim ce dimanche. Les Alsaciens que vous voyez là en blanc se sont inclinés 2-0 en 16e de finale de la Coupe Gambardella. Et puis, Et puis on finit avec de l'athlétisme et des nouvelles d'un Alsacien à l'autre bout du monde. Oui, Mohamed Amin El Bouajaji est en stage actuellement au Kenya. On vous en parle régulièrement car c'est un sportif pas comme les autres. Vous voyez là sur la photo. Sur son compte Instagram, il partage par exemple un rap qu'il a fait à 6h du matin juste avant de faire un 18 km. Ici ça taffe comme un Kenyan sec. Pour faire du sale on n'a pas besoin de pec. Tous les jours dans le mal on s'affûte ça ouais. Que des guépards dans la team sa mère. Les haineux parlent mais ne connaissent pas. 40 kills avant de finir au spa. On pousse la fonte, 200 kills en squat. Et le dernier tour on t'a laissé sur place. Ici ça t'a force c'est la kenyantise. Alors on le connaît aussi surtout pour son humour. Regardez son dernier post Instagram. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Momo Découverte. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose totalement particulière. La pluie au Kenya. Ou encore... Salut mec. Envie de séduire Natacha? La coureuse de 800 mètres steeple vient à Iten pour un lavage 100% nature et totalement bio. Oh, baby, baby. Un soin de peau garanti et un teint sensuel de ouf, Iten, parce que vous le valez bien. Bon, voilà, si vous avez envie de rire et de suivre ses péripéties aussi en athlétisme, je vous conseille de le suivre sur les réseaux. On continue par les baskets un peu plus sérieusement avec vous. Prochain match dans 15 jours, le 15 février à Calais si je ne me trompe pas. Ouais, on joue un concurrent direct qui avait réussi à nous battre à domicile lors du match aller. Donc on va aller là-bas avec un esprit de revanche, on va être revanchard et on va essayer de donner le maximum pour se rapprocher encore plus de l'objectif maintien.
Qu'est-ce qu'on fait durant ces 15 jours? On travaille le collectif, un peu de foncier aussi, du physique? Ouais, alors on leur a déjà donné une journée off ce soir, à part Louise qui est obligée de m'accompagner, donc elle était pas trop contente. C'est off quand même, bon. c'est sympa. Et voilà, on va essayer de recharger un peu les batteries parce que c'est vraiment éprouvant. Voilà, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de joueuses professionnelles, donc ça demande vraiment beaucoup d'investissement. On va aussi essayer de changer un peu en proposant des activités un peu plus ludiques, avec une petite surprise jeudi soir. Je peux pas vous le dire parce que si elle regarde l'émission, elle veut savoir ce que c'est. Donc voilà, et puis on va leur laisser le week-end aussi pour qu'elles puissent recharger les batteries avant de repartir au combat. Et alors, j'ai trouvé une petite photo sur Internet. Il y a souvent des rituels d'après-match, et puis selfie dans les vestiaires. Mais vous, c'est avant le match, c'est la petite collation. Oui, il ne faut pas montrer tout ça. Mais c'est vrai qu'en déplacement, ça permet de regrouper tout le monde avant le match et puis de faire une petite collation pour après être d'attaque pour jouer. Comment ça se passe en termes d'ambiance? Vous disiez, il n'y a pas de pro. On arrive quand même à avoir une cohésion au niveau de l'équipe. J'imagine que ça ne s'entraîne pas aussi souvent que des pros, par exemple. Alors si, on a quand même 2 professionnels dans l'équipe. Ouais. Après, je pense que ça nous rassemble aussi le fait de ne pas forcément être toutes professionnelles, puisqu'on est contente de se retrouver. C'est un plaisir de venir à l'entraînement le soir. Et il y a toujours de la bonne ambiance. Après, c'est sûr que parfois, il faut bosser un peu plus dur que d'autres et il faut être un peu plus sérieuse à certains moments, mais je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance de travail et on voit que tout le monde est content d'être là. De votre point de vue aussi, c'est... Oui, bon alors la SIG, voilà, son ADN, c'est quand même d'être un club familial au départ. Donc voilà, on a des filles qui véhiculent des valeurs et dans les valeurs qu'elles véhiculent, il y a également tout ce qui est l'aspect collectif dans le match, mais également en dehors du terrain. Et je m'attache vraiment beaucoup à qu'elle continue sur ces valeurs-là parce que voilà, c'est ce qui permet aussi de faire fonctionner le club. On a beaucoup de bénévoles qui s'investissent toute la semaine pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Donc il faut aussi un juste retour des choses et puis elles le font avec bonheur. Voilà. Et bien, on continuera à suivre la fin de saison pour vous en espérant que tout se passe bien et que vous allez assurer ce maintien. Nous, moi je vous dis à la semaine prochaine. Lundi prochain, tout de suite, c'est Nicolas Riffel et Grain de Sel. Coucou. Bonjour Nicolas. Voilà, je te fais rentrer dans mon petit riad. À ta santé. Je vais où? Et tu vas en cuisine pour la recette. D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez préparé? Un festival marocain, hein? Voilà, là on vous présente un plat typiquement marocain. Ouais. C'est la haute gamme de la gastronomie marocaine. Hein. Donc c'est fait avec du poulet fermier, des amandes, de la cannelle, que des bonnes choses. Et ça s'appelle la pastilla. On est presque le seul restaurant en Alsace qui présente ça. Oui. Bah on vous regarde? Allez, on y va, chef Marcel. Moi je me mets en face. Je vous regarder bosser, j'aime bien faire ça. Donc pour commencer, toujours c'est poulet fermier. On va démarrer le poulet, un peu d'huile. Et puis c'est sel, poivre, curcuma, un peu de cannelle. C'est la spécialité au Maghreb, on fait du sucré salé. On met des tagines agneau au pruneau, des poulets aux amandes. Ça c'est un mélange subtil, c'est pas trop sucré, c'est pas salé. Et les épices sont importantes aussi hein, dans la Très importantes. On dirait que c'est le Maroc qui a des épices, mais au Maroc, il y a la reine des épices, c'est le safran. Mais le reste, tout ça vient d'Inde. C'est connu depuis X temps, la cannelle, le curcuma, voilà. Bon, du coup, on met les oignons et plus tard, on va les caraméliser avec du sucre. On rajoute un peu de gingembre, tout frais. Ce qui est très important, c'est aussi le safran. Ensuite, on va mouiller le poulet un peu et on va le laisser cuire environ une quarantaine de minutes. Pendant 40 minutes, on fait quoi? On danse? Voilà. On danse enfin? Voilà, on mange presque. On y va. Une fois le poulet il est cuit, avec les oignons ils ont perdu leur amertume. On a un mélange, on met un peu de coriandre à la fin, comme ça reste du bon coriandre, comme ça après. Voilà. Donc la farce du poulet il est prête. Donc on va attaquer les amandes. Les amandes, il faut les griller au four et après les hacher. On rajoute du beurre, on va rajouter un peu de cannelle et un peu de sucre de canne. Et un peu de fleur d'oranger, c'est très important. C'est important pour préparer la farce, il faut de la feuille de brique, la vraie. On va mettre une deuxième feuille qu'on va beurrer. Donc tiens, il me faudrait un œuf. On va mettre les feuilles de brique. Donc il faut faire une couche poulet, oignon. On rajoute
les amandes grillées et épicées. On va mettre un peu d'œuf battu et voilà, on va beurrer un peu le plat. Une fois c'est prêt, on fait le four à 300 degrés en haut. Il faut que ça chauffe bien à l'intérieur. Donc on en a pour un quart d'heure, 20 minutes au maximum. Alors, ça va être Nicolas qui va en faire une. Vas-y Nicolas. On y va comme ça? Voilà, on y va comme ça. Et la pastilla également qui fait... On peut tout manger en même temps? C'est parti. Allez, bon appétit. Très bon appétit. Harmonia, d'abord, ce que je veux savoir, c'est dans... Le restaurant, il est dans quelle bâtisse? Parce que c'est un lieu historique à Haguenau ici. C'est un lieu historique. C'est les anciens locaux de la Poste. Un monument magnifique. On voulait rendre un hommage en représentant ici ce magnifique riad marocain. Vous rentrez, vous êtes transporté. Mais directement, ce qui est dingue, c'est vraiment ça. Tu ne prends pas l'avion, tu es à Haguenau et tu changes, tu voyages. C'est vraiment l'esprit de la maison, on veut faire voyager les gens. Les amoureux du Maroc, les gens qui veulent découvrir le Maroc, tout le monde est invité ici pour voyager. Voilà. Il y a beaucoup de notions de fête quand même au Maroc. Exactement. Mais tout est expliqué en cuisine tout à l'heure. Tout est basé sur la fête. Ouais. Nous au Maroc, lorsqu'on cuisine, on cuisine vraiment avec l'amour de recevoir. D'accord. On aime recevoir, on aime avoir... généreux. Ouais, voilà. On aime avoir des invités. Au Maroc, tu reçois tout le temps. Mais toute la semaine, tu n'as pas de jour pour aller toquer chez quelqu'un, dire coucou, j'arrive ou tu préviens en avance. Tu viens, tu es reçu. On aime recevoir. Alors tu fais aussi des soirées à thème? Exactement. Tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, la danseuse orientale. Mais elle est où là? Elle est où là? Elle est derrière la porte. Abracadabra, elle va sortir. Et surtout...